Pendant que certains Européens s'engouffrent de plus en plus dans le marasme économique, pour paraphraser Oscar Wilde, d'autres élèvent leur regard vers les étoiles. Notre continent a toujours et malgré tout des velléités d'explorer l'espace, mais pourquoi faire et combien ça coûte? Vos questions aujourd'hui à Jean-Jacques Dordain, directeur de l'Agence spatiale européenne. Bonjour Monsieur Dordain, Bonjour. Vous regardez beaucoup les étoiles vous-même? Oui, je regarde les étoiles, oui, ça fait du bien, ça Donc, repose. Vous ne faites que gérer, vous regardez aussi. Je regarde aussi. Ah oui, non mais ça c'est très important. D'ailleurs, oui, effectivement, je suis directeur et je gère les activités spatiales, mais je rêve encore. Alors, principe d'iTalk, des questions rapides, des réponses rapides, à commencer par cette première question. Est-ce raisonnable d'investir autant dans l'espace en ces temps de crise économique? Votre budget, j'ai lu, c'est 4 milliards d'euros. Oui. Est-ce qu'on a les moyens d'investir dans cette exploration de l'espace? Oui, enfin 4 milliards d'euros rapportés au nombre d'habitants en Europe, ça fait 10 euros par an et par habitant. Bah, c'est quand même assez cher. Non, c'est assez cher, mais d'ailleurs, il n'y a plus un seul citoyen en Europe qui pourrait vivre sans les satellites, même s'ils ne s'en rendent pas compte. L'espace sert au quotidien, donc on ne regarde pas tellement les étoiles, c'est l'espace qui améliore la vie sur Terre. Expliquez-nous un tout petit peu le fonctionnement de votre budget. Ce sont les pays directement, parce que ce n'est pas synonyme de l'Union européenne. Il y a des pays comme la Suisse, la Norvège Oui, qui sont dans l'Agence les spatiale européenne est une agence intergouvernementale où il y a 20 États membres, 18 États membres de l'Union et 2 États membres qui ne sont pas dans l'Union, la Suisse et la Norvège. Et donc, le budget de l'ESA est formé d'environ 3 milliards d'euros qui nous viennent des États membres directement, et puis 1 milliard d'euros qui nous vient de la Commission européenne, puisque nous travaillons aussi au nom de la Commission européenne, et notamment sur les programmes Galileo et GMES. Une deuxième question dans iTalk pour M. Dordain. Bonjour, je m'appelle Charline, je suis belge et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un projet d'aller visiter d'autres planètes que la planète Mars dans les prochaines années? Alors, nous avons des projets vers Mars, et notamment, nous sommes en train de préparer 2 missions vers Mars, l'une en 2016 et l'autre en 2018. Où, Nous, quand vous dites nous, c'est les Européens. Est-ce qu'on peut y aller tout seul ou est-ce qu'on a besoin des Américains ou des Russes? Là, on est en train de faire ça en coopération avec les Russes, puisque c'est-à-dire, il ne s'agit pas de visiter les planètes pour être le premier à planter un drapeau. C'est-à-dire, ce temps est révolu. Maintenant, l'exploration des planètes se fait en coopération internationale avec l'ensemble des puissances spatiales. Nous coopérons, et nous, quand je parle de nous, les Européens, nous coopérons avec les Américains, nous coopérons avec les Russes, avec les Chinois, avec les Japonais. Et donc, effectivement, nous avons des projets pour nous poser sur Mars, avec une mission qui partira en 2018. Et cette mission est importante puisque ce sera la première mission qui permettra de creuser le sol de Mars au moins à 2 mètres de profondeur. Et s'il y a encore des traces biologiques sur Mars, c'est vraisemblablement en profondeur. Donc ce qu'on recherche, c'est effectivement les traces d'une vie, quelle que soit cette vie, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'eau sur Mars, qu'il y a eu une atmosphère, et donc il s'agit de savoir s'il y a eu des traces de vie sur Mars. Une autre question dans iTalk à propos de l'espace. Martin Lang, d'Écosse. Ces derniers temps, dans la presse, on a beaucoup parlé d'une plus grande coopération économique entre les pays européens et du besoin de plus d'Europe. Pensez-vous que c'est aussi vrai pour l'exploration et la recherche spatiale? L'avenir de l'Europe, c'est d'être ensemble dans l'espace, ou est-ce que chaque pays peut davantage travailler individuellement? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes entre vos différents partenaires que pour les budgets, par exemple, au niveau de l'Union européenne? Vous savez, la coopération, c'est toujours difficile. Il est toujours plus facile de ne pas coopérer. Mais au moins, dans l'espace, on montre que la coopération conduit au succès, puisque aujourd'hui, l'ensemble des activités spatiales en Europe se passent en coopération, que ce soit dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne, ou même dans les coopérations bilatérales ou trilatérales entre certains États membres. C'est-à-dire, il n'y a
pratiquement plus de programmes nationaux dans le domaine spatial, parce que les satellites traversent les frontières. Et donc, avec les moyens spatiaux, on peut avoir une vision beaucoup plus globale de la Terre. Et donc, la coopération internationale est essentielle. Et je pense que l'Europe, l'espace, donne une image de l'Europe qui a des succès. Une autre question très simple, mais très importante. Mathieu, Marseille. À quoi sert le SA dans notre vie de tous les jours? Je vous ai dit c'est simple. À quoi ça sert? Ça sert à trois choses. Un, à pousser les frontières de la connaissance. Et quand on va regarder les planètes, que ce soit Vénus ou Mars, ça n'est pas tellement les planètes qui nous intéressent, mais le futur de la Terre. C'est-à-dire la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres. Et en étudiant Mars et Vénus, on a beaucoup d'informations sur la Terre. L'effet de serre a été découvert dans l'atmosphère de Vénus avant que nous le comprenions sur Terre. Donc la connaissance, la compétitivité, puisqu'on développe des technologies tout à fait uniques, et les technologies uniques, ça permet de développer la compétitivité industrielle, et puis des services à tous les citoyens. Services de météo, services de navigation, services de télécommunication, et il n'y a plus un seul citoyen en Europe qui puisse vivre sans les satellites, même s'ils ne le savent pas, ce qui prouve que l'espace est très amical. Une question qui nous arrive du Kazakhstan. C'est une question de Nourtey. La galaxie a-t-elle des frontières ou est-elle infinie? C'est une question difficile. J'aimerais bien avoir votre opinion. Depuis que je suis tout enfant, dit Nourtey, je pose cette question, mais jusque-là, je n'ai jamais obtenu de réponse. C'est clair et net. Une galaxie, c'est un agglomérat d'étoiles. Et donc, ça a forcément une frontière et ça a une fin. C'est fini. Au sens de non infini, une galaxie. Mais peut-être que la question ne se relie pas tellement à la galaxie, mais plutôt à l'univers, qui, lui, est un agglomérat de galaxies. L'univers n'a pas de frontières, mais ça n'est pas infini. Alors, ça n'est pas très facile à expliquer, mais les spécialistes m'ont dit qu'il fallait que je pense à une fourmi qui marche sur un ballon. Cette fourmi ne rencontrera pas de frontières, mais elle est sur une surface finie. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut se représenter l'univers. Alors maintenant, je voudrais vous rassurer, nous ne connaissons pas au moins 97% de l'univers. Notre connaissance de l'univers est très, très limitée. Donc, ce que je dis aujourd'hui, il ne faudra surtout pas me le reprocher dans 100 ans. Alors, j'espère que Nourtey est content, enfin, de cette réponse. Une dernière question dans iTalk. Et c'est Sarang de la Finlande qui veut savoir, est-ce que la crise actuelle aura un impact sur le lancement de Galileo? Et si oui, quel est le retard que cela risque d'engendrer? Il n'y aura pas de retard. Nous avons déjà lancé 4 satellites Galileo. Donc, Galileo est une réalité. 4 satellites sont maintenant en orbite. Et j'ai l'engagement de lancer 18 satellites Galileo avant la fin 2014. Et nous allons le faire. Et il n'y a pas de... la crise économique n'a pas d'effet là-dessus, puisque les contrats industriels sont signés. Et que, deuxièmement, la valeur économique de la constellation Galileo est énorme, puisque ça va améliorer très nettement les transports, et donc la valeur économique de Galileo est très importante. Simplement, la crise économique nous oblige à faire encore plus attention à chaque euro dépensé, et c'est ce que nous faisons avec la Commission européenne. Monsieur Dordain, votre sentiment profond, est-ce qu'il y a de la vie intelligente, à part nous, bien sûr, quelque part dans l'univers? Moi, j'en suis sûr, parce qu'il n'y a aucune raison statistiquement qu'il n'y ait qu'un seul endroit de l'univers où il y ait la vie. Vous savez, voilà 15 ans, on n'avait pas encore vu de planète en dehors du système solaire. Maintenant, on en découvre une nouvelle toutes les 2 semaines. Et donc, maintenant, on en est sûr, un tas de planètes dans l'univers. Et il m'étonnerait qu'il n'y ait pas quelque part sur une planète la vie. Alors, certainement pas la forme de la vie sur Terre, mais certainement une forme de vie. Oui, j'y crois, oui. Peut-être qu'il regarde même Euronews. Monsieur Dordain, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous pour vos questions. On se retrouve bientôt pour un autre iTalk ici. Et merci au service audiovisuel du Parlement européen à Bruxelles.